Donc vous avez toujours été très vigilante en Tunisie, notamment à l'époque de Ben Ali, sur l'état des libertés publiques. Vous êtes très engagé, vous êtes battu, à la FIDH notamment. Vous êtes toujours présidente d'honneur de la FIDH. Donc vous êtes la personne vraiment la mieux placée pour nous dire aujourd'hui l'état des libertés publiques en Tunisie. 6 ans, 7 ans maintenant, après le départ de l'ancien président Ben Ali. Alors, on va évoquer 5 libertés essentielles et vous allez nous dire, à votre avis, est-ce que la Tunisie d'aujourd'hui vit pleinement cette révolution qui, dans l'esprit public, est synonyme de plus grande liberté? Alors, pendant la liberté d'opinion, aujourd'hui en Tunisie, est-ce qu'on peut s'exprimer librement? Tout à fait. Vraiment, tout à fait librement. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, après la Révolution, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a eu cette véritable explosion de la liberté d'expression. Et c'est un des acquis de la Constitution tunisienne, parce que il faudra commencer par la Constitution, puisque c'est la Constitution qui donne tous ces droits maintenant qui sont dans le texte fondamental. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé avant l'adoption de la Constitution, cette liberté d'expression. Et moi, ayant été journaliste, je trouve que ça, c'est réellement le plus grand et le plus important des acquis du post-17 décembre 2010. Et malgré la tentation autoritaire qui apparaît ici ou là dans l'opinion publique tunisienne, est-ce que cette liberté pourra être mise en cause, vous pensez, à l'avenir? C'est très difficile. Très franchement, c'est très difficile, non pas parce qu'on ne le veut pas. Au contraire, je pense que au plus haut niveau, c'est une chose totalement insupportable pour, par exemple, un enfant, un héritier de Bourguiba comme Kaïd Essebsi, président de la République. Pour lui, personnellement, il lui est insupportable de voir combien cet exercice de la liberté d'expression n'est pas jugulable, n'est pas maîtrisable. Et c'est ça qui lui fait faire des dérapages même au niveau avec la presse. Il est très dur avec la presse. Et tout récemment, le naturel est revenu au galop quand il a mis en cause des journalistes étrangers pendant les troubles du mois de janvier. Eh ben, je trouve que ça, par exemple, c'est un des signes très importants et très graves qui peuvent vraiment revenir, en tous les cas, qui peuvent... les signes de la restauration. Quand je dis restauration, je veux dire que ce n'est pas seulement au niveau de la liberté de la presse, parce que la liberté de la presse, il y a des habitudes qui ont été prises à tous les niveaux. Les créations de télé, de radio privée, d'importance aussi de la circulation de l'argent à travers les médias. Donc ils ont non seulement une liberté par rapport à l'autorité, telle qu'elle existait avant, mais aujourd'hui, elle a surtout une liberté financière qui fait que le privé, que des groupes financiers, que des groupes même mafieux, interviennent dans la presse. Et c'est l'aspect le plus grave aujourd'hui. Parce que quand vous avez un débat, l'opinion s'est habituée au débat, s'est habituée à l'information libre, mais ce qu'elle ne voit pas, c'est combien la mainmise de groupes mafieux est importante sur la presse aujourd'hui. Vraiment, on peut citer les indépendants, on peut les citer sur les doigts d'une main. Tout le reste, on ne peut pas tenir une télé aujourd'hui avec ce qu'il faut comme moyen sans avoir recours à de l'argent pas très propre. Est-ce qu'on sait à qui appartiennent les médias aujourd'hui en Tunisie? En gros, oui. En gros, oui. C'est clair que les groupes qui ont des associations sportives peuvent aussi avoir une télé ou avoir une radio. C'est vraiment les mêmes fonds qui sont redistribués aujourd'hui. Et alors, tout en le sachant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on a
une fausse liberté d'information, en quelque sorte. On est malheureusement, quand on voit combien l'information peut être orientée. Et Vous ça, avez un exemple, par exemple, récent? écoutez, récemment, on a vécu quand même des événements dramatiques avec encore les soulèvements contre la loi des finances qui a été adoptée. Des événements de rue qui ont été, qu'on a vus sur tous les écrans, qui ont été filmés, etc. Il y a eu deux aspects. Un aspect de manifestants spontanés qui s'élevaient contre la loi des finances, et un aspect nocturne plutôt, où réellement on a vu des groupes se soulever avec des manifestations presque à heure fixe dans tous les gouvernorats de Tunisie. C'est quand même, il faut être drôlement organisé pour pouvoir le faire. Et les images que nous avons, les images, on les a, ils sont filmées, mais le commentaire qui suit, alors le commentaire n'est pas du tout dans la réalité. Il n'y a pas de journalistes d'investigation aujourd'hui qui disent moi j'ai vu, c'est bizarre, les questions sont posées, mais il n'y a pas de réponse. Et ça, c'est dramatique, parce que les questions restent sans réponse, elles sont posées, mais en fait, il y a quelques personnes ou quelques groupes qui savent d'où ça vient. Il y a aujourd'hui un financement du Qatar à la fois pour les partis et à la fois parce que la Tunisie gêne. Et il y a des groupes aujourd'hui qui sont financés par des valises qui passent les frontières, qui arrivent, et on finance. Quand on donne pour provoquer des incendies, par exemple, dans toutes les villes, comme on les a vus, en brûlant des pneus, les pneus arrivent à heure fixe, sont livrés par camion. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est vraiment spontané. Et vous citez le Qatar, donc vous pensez que peut-être le parti Ennahda, qui est proche du Qatar, avait intérêt à provoquer ces troubles? Je pense que ce sont des financements extérieurs. Ça dépasse, et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Là, on dépasse vraiment la liberté de presse. C'est les financements, c'est la guerre entre les Émirats et le Qatar, qui sont aujourd'hui, chacun finance son groupe, via l'Arabie Saoudite aussi. Et vous avez aujourd'hui une guerre du Golfe qui est en Tunisie. Et comme il n'y a pas de pilote dans l'avion, on n'a pas le sentiment aujourd'hui que ce pays peut arrêter cette guerre parce que chacun y trouve son intérêt. Je vais vous citer un exemple. L'Arabie Saoudite, par exemple, au temps de Bourguiba, il y avait un émir qui est arrivé ici, qui a pris ses vacances et qui a maltraité un serveur. Bourguiba a exigé, moi j'étais journaliste, il a exigé qu'il reprenne son avion immédiatement. C'était l'émir Turquie à l'époque. Il arrive, ce qu'il est arrivé avec l'avion des Émirats. On interdit aux femmes tunisiennes de prendre un avion. Eh bien, je n'ai pas vu une grande réaction de la Tunisie, officielle. Est-ce que la justice tunisienne aujourd'hui est suffisamment indépendante pour être quand même un marqueur qui rappelle un petit peu un certain nombre de principes? Vous savez, la justice tunisienne aujourd'hui, pour moi, elle est entre les mains. D'abord, elle a été aux mains de Ennahda. Vous savez que Nourdine Bhiri est un des pontes du parti Ennahda. C'est lui qui était l'interface entre Ben Ali à l'époque et le parti Ennahda clandestin. Absolument. Qui transmettait les messages. Absolument. Et grâce à ce rôle, il a toujours été très ménagé par le pouvoir de Ben Ali. Et il est toujours très ménagé. Donc il a été ménagé par le pouvoir de Ben Ali et il est très ménagé par le pouvoir de Caïd Essebsi aussi. Parce que on dira plus tard pourquoi cette complicité entre Ennahda
et Nida Tounes, donc entre Béjika Dessebsi et Ranouchi en particulier. Mais si on parle de la justice, et la justice c'est fondamental, parce que si aujourd'hui le procès emblématique, les procès emblématiques de Chokri Belaïd, qui a été assassiné le 6 février 2013, est encore dans les cartons, si le procès de Brahmi, Mohamed Brahmi, le député qui a été assassiné le 25 juillet 2013, est toujours dans les cartons, pourquoi? Parce qu'il y a un verrou qui s'appelle Nordine Peri. Je dis un verrou Nordine Peri, mais ce n'est pas seulement la personne, sinon je lui prêtais des pouvoirs exorbitants qu'elle a, cette personne, mais c'est le système aujourd'hui dans la justice. Je vous rappelle qu'en arrivant, Nordine Peri a nettoyé, il a mis dehors 80 juges pour les remplacer par des juges qui sont plus à sa main. Et ensuite, il a surtout l'administration tunisienne, les 2000 personnes qui ont été introduites par le parti Ennahda dans l'administration tunisienne, les plus grandes parties sont à l'intérieur, à la justice et à l'éducation nationale. Ça, c'est clair. Ce sont des réseaux qui sont très actifs. Et ce sont des réseaux qui sont extrêmement actifs. Écoutez, un exemple est à citer, c'est que le juge qui s'est occupé, on l'appelle le juge de la chambre 13, et qui s'est occupé de l'affaire Chokri Belaïd, il y a eu tellement de faits qui ont été rapportés par le comité des avocats de la défense de Chokri Belaïd, qui étaient en contradiction avec les procédures. Ce sont tout simplement des faits de procédure qui ont été mis sur la table, et finalement le juge on a été obligé de le sortir du circuit en le propulsant plus haut, puisqu'il est aujourd'hui procureur de la République tunisienne. Donc, c'est dire d'abord l'importance d'un homme comme Peri, ministre de la Justice pendant très longtemps, jusqu'à la nomination jusqu'au départ de Nada du gouvernement, mais qui demeure toujours une personnalité extrêmement importante. Il est conseil du président de la République aujourd'hui, c'est-à-dire on peut se demander comment deux partis opposés par idéologiquement normalement, eh bien ils s'entendent très bien pour se soutenir. La reconstitution d'un parti unique sous la forme de c'est la reconstitution absolument du parti unique sous la forme d'une complicité entre les deux chefs de parti que sont Rachid Ranouchi et Béjika Dessebsi, parce qu'ils se soutiennent pour durer, en fait. Donc le système a été plus fort que tout. Le système, malheureusement, est en train de montrer combien le retour des anciens est là. Première erreur dans le retour des anciens, ça a été, je ne parle pas de l'amnistie générale qui a fait que le djihadisme s'est développé d'une façon dramatique en Tunisie. Mais le deuxième aspect, c'est que le retour des anciens, c'est par les lois aussi aujourd'hui. On a une belle constitution, mais et la présidence de la République n'est pas exclue, parce que la seule initiative prise par le président de la République, c'est le grand pardon. C'est d'amnistier les fonctionnaires, entre guillemets, mais qui sont surtout les hommes de l'ancien RCD, du parti de Ben Ali. La loi de la réconciliation administrative, ce n'est qu'une amnistie déguisée. Et c'est ça qui est le cadeau, si vous voulez, l'aller-retour entre Kaïd Dessebsi et Ennahda. On respire quand même mieux dans la Tunisie d'aujourd'hui qu'à l'époque de Ben Ali, non? On respire. Oui, c'est vrai. Non, mais écoutez, si je vous avais parlé en ces termes du temps de Ben Ali,
je pense que ça ne sortira pas des frontières. Notre interview ne sortira pas des frontières. Aujourd'hui, quand même, il ne faut pas être trop regardant. Là, oui, ça traversera les frontières. Merci beaucoup. J'espère.